Ils sont sur ce plateau installés confortablement. C'est Oumar Deandjou, c'est Laurent Roland Tonnerikes. Laurent Roland Tonnerikes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Oumar Deandjou, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Bonjour Oumar Deandjou. Bonjour Mori, bonjour Laurent, bonjour chers téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM. Alors qu'il sonne dans tout le Bénin, 8 heures passées de 16 minutes, nous allons donc aborder le premier sujet sélectionné par rapport au quotidien. On ira à la une de Adjache News. Adjache News qui parle de Yayi Oumbédi, que mijotent les deux leaders. C'est une interrogation. Finalement, on constate, Laurent Roland Tonnerikes et Oumar Deandjou, que le président Boni Yayi a effectué plusieurs visites. Je ne sais pas si c'est la troisième ou c'est la deuxième, je ne me rappelle plus bien. Mais si ce n'est pas deux, ça va être trois parce que ce n'est pas la première. C'est la deuxième. C'est la deuxième, d'accord. Donc voilà. Et le quotidien a-t-il raison, Oumar Deandjou, je vais démarrer par vous, de se poser des questions sur ce que mijotent les deux leaders parce qu'on n'a pas vu Thomas Boni Yayi rendre souvent visite, bien sûr, à Adrien Oumbédi comme ça. Mais cette année, ça fait déjà la deuxième fois. Que mijotent ces deux? Est-ce que c'est des visites juste de courtoisie pour voir comment Maître Adrien Oumbédi se porte? Est-ce qu'il va bien chez lui? Ou bien vous pensez que quelque chose se cache derrière ces visites? Non, même si c'était des visites de courtoisie, croyez-moi, ces deux mastodontes, ces deux poids lourds de la politique béninoise, ils ne vont pas aller s'asseoir et se regarder, sourire et repartir. Non, ils vont parler de beaucoup de choses, notamment de l'actualité politique, notamment de la vie politique, notamment des stratégies politiques. C'est sûr qu'ils parlent politique. Ça, là, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ils parlent politique entre eux. Maintenant, que mijotent-ils? C'est ça la vraie question. Et le quotidien fait très bien de poser la question parce qu'on se la pose tous. Hein. Dès qu'on entend Oumbédi a rencontré Yayi, on se pose forcément cette question-là. Et moi, je me dis, c'est sûr qu'ils mijotent beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mijotent effectivement? On ne peut le dire là pour le moment parce qu'il n'y a pas de fuite jusque-là. Même dans la presse écrite, on lit, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils se sont dit. Voilà. Mais seulement que la première fois, il paraît que ça a duré 2 heures. Je crois en mai, ça va durer 2 heures. Et cette fois-ci, ça a duré 3 heures de temps. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de temps. On a beaucoup plus parlé. Maintenant, il faut mettre tout ceci en perspective, enfin, avec les élections qui viennent et aussi avec tout ce qui s'est passé aussi auparavant. Parce que Yayi Oumbédi, si vous observez très bien, en 2016, ils étaient ensemble derrière la candidature de Lionel Zissou. D'accord. Voilà, donc ça veut dire quoi? Il y a toujours eu entre les deux une petite passerelle de discussion où on peut dialoguer, s'entendre. Peut-être qu'ils sont dans la logique de faire renaître encore les atomes crochus qu'il y avait déjà en 2016 et les remettre en place pour pouvoir donc essayer de marcher, cheminer ensemble peut-être pour une nouvelle candidature en 2026. C'est fort possible. Et de l'autre côté aussi, peut-être aussi, parce que Maître Adrien Oumbédi, et vous savez, jusque-là, en tout cas, il est de la mouvance présidentielle. Il fait partie donc de l'UPR. Le R, ça vient donc du PRD. Maintenant, il y a un moment, il y a une de petites discussions. Il veut reprendre apparemment son PRD. C'est un peu compliqué sur le plan de la justice. Enfin, on ne sait pas encore quelle issue et va nous donner donc cette affaire de PRD, UPR. Donc, on attend de voir par rapport à ça. Peut-être que c'est par rapport à ça que le président aussi, Yayi Boni, a des idées et qu'il va vers lui très tôt pour pouvoir négocier avec lui pour savoir comment est-ce qu'on fait. Parce qu'Adrien Oumbédi, qu'on le veuille ou pas, ça reste un mastodonte de la politique au Bénin. Il a toujours été ce troisième homme-là qui a donné, comment on appelle, ce faiseur de roi même, je vais dire, celui qui a toujours été là pour, voilà, départager finalement 2 candidats quelquefois, ou s'il n'était pas lui-même deuxième, voilà. Donc, c'est un élément dont la voix compte. Ne serait-ce que dans sa circonscription électorale, ne serait-ce que dans sa région. Port-Louémé Plateau, c'est quelqu'un dont la voix compte énormément. Et ça ne reste pas, enfin, personne, aucun parti politique ne reste complètement souple. Ce n'est pas Yayi seul qui va chez lui. Les autres étaient partis auparavant. Je pensais que lui aussi va, je voulais dire que lui aussi va chez Yayi. Bon, pour le moment... Ah oui. Il était parti chez Yayi. Bon, voilà. Donc Djogbenou aussi était parti chez lui. Là, Cotonou Porte-Novo est plutôt bien exploité. Voilà. Bien exploité par les deux. Ça circule normalement. Voilà, donc ça veut dire finalement que Oumbédi
attenter son repositionnement sur le plan politique, parce qu'à un moment, il était complètement invisible, confondu, puisque son PRD était complètement fondu au sein donc de l'UPR, et à un moment, il a voulu se faire entendre, il a voulu refaire surface, et donc désormais, les autres savent désormais qu'il est là. Djokbenou lui a rendu visite, avant même Yahi, je crois, il y a eu tout le bureau sans Yahi de les démocrates qui ont été là-bas. Et avant Djokbenou ici, au sein comment on appelle, de l'UPR, il y a pas mal de personnes qui sont parties le voir, je crois, le Moël. Donc, Oumbédi aujourd'hui, c'est l'homme que tout le monde veut avoir avec lui, parce qu'on sait ce qu'il représente également dans sa zone et ce qu'il peut apporter donc, sur le plan politique à la mouvance ou à l'opposition. D'accord. Avant de revenir à ce qu'il peut apporter, je vais me tourner vers Laurent Roland-Torniquès. Laurent Roland-Torniquès, en écoutant Oumar Adeyanju, j'ai déduit une question de ses propos. Yahi ne devrait-il pas tenir compte du bord actuel de Maître Adrien Oumbédi, quel que soit ceux qui sont en train de mijoter, ou bien le bord de Maître Adrien Oumbédi ne comptera pas par rapport à ce qu'il mijote? Qu'est-ce qu'il mijote selon vous? D'abord, il faut qu'est-ce que vous appelez bord? Parce que, écoutez, qu'ils vous souviennent que en 2016, je crois que Oumar l'a rappelé, Maître Adrien Oumbédi était opposant farouche au régime de Boni Yahi. Et que quand bien même il était opposant farouche au régime de Boni Yahi, cela n'a pas empêché d'aller soutenir le candidat de Boni Yahi, notamment Lionel Zinsou. Donc ce n'est pas une question de bord, c'est une question de repositionnement stratégique et d'intérêt en réalité. Qu'est-ce qui nous unit actuellement? Est-ce que ce qui nous unit maintenant est plus fort que ce qui nous divise? Et si on voit les choses de cette manière, et puis déjà, vous avez compté le nombre de fois déjà où Boni Yahi allait chez Maître Adrien Oumbédi, mais je vous prierai de ne plus compter. Parce que ces visites, on en aura à fois. Bon, parce que peut-être il y en a eu de nocturnes qui n'ont pas été dévoilées les rencontres nocturnes, non, ça, il y en a tellement. Mais même les rencontres de jour, là. Peut-être même les émissions. Oui, ne perdez pas votre temps à compter. Parce que d'abord, le 10 mai 2025, Adrien Oumbédi s'est déplacé pour aller chez Boni Yahi. Ils ont discuté. Et aujourd'hui, vous parlez de bord, est-ce que Maître Adrien Oumbédi aujourd'hui est totalement de la mouvance? Parce que le dernier feuilleton avec l'UP, le renouveau, montre à suffisance que ce monsieur veut se détacher de sa famille politique qu'il a soutenue à partir d'une certaine année. Parce qu'au-delà de tout, tout le monde savait très bien qu'il était opposant. Est-ce qu'il est totalement de la mouvance? À quel pourcentage il est de la mouvance? Il était totalement de la mouvance, sauf si... Selon vous, à quel pourcentage appartient-il à la mouvance? Non, est-ce que quand je le dis comme ça, c'est que je nous emmène en fait à analyser ce qui se passe dans la scène politique. Parce que le problème, véritablement, le monsieur, il y a une guerre de communication, une guerre d'idées, une guerre juridique ou bien de thèmes, de décrets ou bien de tests ou d'arrêtés, je ne sais quoi. Aujourd'hui, cette guerre fait qu'au fond, on se pose la question si Maître Adrien Oumbédi est encore entièrement de l'autre côté. Est-ce qu'il n'est pas en train de se repositionner de façon stratégique pour reprendre les cartes en main? Parce qu'il y a une routine. Laurent, osons-nous aller un peu plus loin. Faisons un film, un peu. Et qui sera le scénariste, le metteur en scène? Vous, le scénariste. et faisons un film. Supposons que les deux, ce qui mijotent, c'est que mettons-nous ensemble pour mais c'est clair, 2026. On n'a pas besoin de vivre. Quel sera alors les quatre pour Baba jouer? Non mais écoutez, Adrien Oumbédi ne reçoit pas Boni Yahi chez lui pour qu'il prenne du café et après discuter, papoter, rentrer. Adrien Oumbédi c'est 83 ans, Boni Yahi c'est 113 ans, ils ne sont pas de la même génération. C'est 10 ans quand même de moins que Adrien Oumbédi et Boni Yahi. Et donc, ici, ils se voient, c'est forcément pour des intérêts, c'est pour discuter d'un certain nombre de choses, parce qu'à un moment donné, ils ont malheureusement un objectif commun. C'est comment faire pour en arriver à contrôler le pouvoir d'État en 2026. Maintenant, est-ce que dans les discussions, Boni Yahi aura les éléments appropriés pour convaincre son partenaire d'hier devenu opposant à lui et devenu partenaire de la mouvance? Donc, tout se jouera à ce niveau. Parce que Maître Adrien Oumbédi, quand même, on le dit, et on ne le dira jamais assez, c'est un acteur politique imprévisible. Il peut être en train de discuter très bien avec Boni Yahi à la dernière minute, compte tenu de ce qu'on lui met dans la balance de l'autre côté,
peut l'amener à changer de position encore, et on va le retrouver à changer de discours. Parce qu'on ne va pas rappeler les différents discours qu'il a eus, et notamment de 90 à aujourd'hui. Quand on suit le parcours de l'homme, vous le suivez, à un moment donné, il devient imprévisible, vous le voyez déjà de l'autre côté. Alors, en l'état aujourd'hui, Maître Adrien Mbedji, ancien président de l'Assemblée nationale, en discutant avec Boni Yayi, peut mettre dans la balance ses intérêts pour dire « je suis avec vous, vous gagnez le pouvoir, voilà ce que j'attends de vous ». Parce qu'on l'a vu avec l'UP Le Renouveau, travailler avec eux, aller faire la fusion, mais véritablement, en quoi ça a profité le parti du Renouveau démocratique? On a vu quelques têtes promues au sein du parti, et puis après, l'autre envoyé ambassadeur. Quand d'ailleurs l'ambassadeur nommé, c'est pratiquement la veille de la crise. Et il y a un ministre au gouvernement, et lequel ministre, vous vous souvenez de cette affaire de décision prise, et puis après interdite, après à polémique. Donc il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, quand on regarde l'UP Le Renouveau, on regarde le gouvernement à proprement parler, en dehors du ministre de la décentralisation, quels sont les cadres? On a vu l'ancien directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui, quand il était président de l'Assemblée nationale, il est envoyé sous la vice-présidente pour servir de décoration, pour décorer les gens. Donc, il y a un certain nombre de choses. Véritablement, je n'ai pas compris. Son directeur de cabinet, quand il était au Parlement, est au niveau de la chancellerie. Ah, d'accord. Donc, il est envoyé là-bas pour décorer les gens. Pour décorer les gens. Que c'est pas important. Non, c'est important. Mais en fait, quand on regarde l'échiquier politique, le gouvernement aujourd'hui, Adrien Mbedji aurait voulu avoir mieux que ça. Et quand vous suivez même son discours, quand vous voyez au-delà de tout, vous comprenez clairement que c'est tellement qu'il y a eu des attentes qui n'ont pas été comblées. Très bien. À part faire Oyo, qui était avec lui tout le temps, un porte-parole maintenant du parti Union Progressiste de Renouveau. Donc, dans ce poste-là, il y gagne quoi? Il y a quoi? Alors qu'en réalité, quand on conquiert le pouvoir ensemble, c'est pour gérer ensemble. Donc, il y a un certain chose. Peut-être que c'est à ce niveau, je dis, qu'il a eu des frustrations et qu'il estime que maintenant, là, puisque nous tendons vers... Et j'ai toujours rappelé un fait, que les gens peut-être tentent de banaliser. C'est quoi ce Adrien Mbedji est resté, en fait, aux aguets pour observer et a peut-être revenu pour une revanche après. 2020, Adrien Mbedji n'a pas digéré ça. Avoir ce score au plan national. Mais pour une question de 10%, vous en arrivez d'abord à avoir ce score dans la ville de Porto-Novo, où vous avez fait carton plein. Mais parce que pour une question de 10% au plan national, vous ne gérez pas la mairie. Parce que la mairie de Porto-Novo, c'est quand même une chasse gardée de Maître Mbedji. Il a toujours voulu que ce soit son parti qui dirige ça. Mais on a attribué ça au parti Union Progressiste de Renouveau. Et on a vu, quand ils ont fait la fusion avec l'UP Le Renouveau, les résultats qu'ils ont obtenus. Donc ils se croient, ils voient qu'en réalité, sa présence dans une fonction politique aura toujours son poids. Et par conséquent, il vaut mieux qu'ils continuent à se mettre dans la balance et gérer. Donc moi je pense que véritablement, ce qu'ils mijotent, c'est simple. Peut-être aller en stand, c'est vrai qu'il n'y aura pas d'alliance, malheureusement. Et Maître Mbedji sait très bien qu'il ne peut pas oser utiliser les attributs du PRD aujourd'hui. Il ne peut pas faire d'activité et utiliser le logo. C'est impossible. Mais son mot d'ordre va compter. Donc la seule chose qui va peser maintenant, c'est que son mot d'ordre pour dire, écoutez, les amis, moi ça dans mon filet mitedi. Donc on n'est plus de l'autre côté. On est de ce côté maintenant. Autrement dit, le schéma... que je vois, c'est que oui, UP Le Renouveau reste tel, mais les gens physiquement ne sont plus là-bas. Justement, j'ai pu lire qu'il y a des lieutenants de Maître Adrien Mbedji qui ont lâché Maître Adrien Mbedji, mais je dis c'est un faux problème. Que les gens cessent cette communication-là, qu'ils aillent travailler véritablement. Je parle de l'UP Le Renouveau. Pourquoi je le dis? Je dis, au-delà de tout, Maître Adrien Mbedji sera toujours cette voix qui compte. Malheureusement, et notamment dans la 19e et à Porto-Novo. Vous allez dire, moi j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est Mbedji qui a fait les leaders là ou bien c'est les leaders qui ont fait Mbedji? Si les gens répondent bien à la question, ils doivent comprendre que le combat est ailleurs plutôt que de faire une guerre de communication pour montrer que les lieutenants ont lâché parce que les populations sont campées sur une position. Malheureusement, il y a une partie de la population qui veut régler un compte. Et malheureusement, et c'est ça le problème, chaque fois qu'il y a, tous les 10 ans, quand il y a élection, vous constatez que les gens veulent sanctionner dans l'émotion plutôt que de tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Et malheureusement, ça va se reproduire encore cette fois-ci. Les gens, aujourd'hui, ne veulent plus dire, parce que Patrice Talon a travaillé, a fait un certain nombre de fois à la tête du pays, mais ils se disent, il a des affaires pour lui, et donc on ne veut plus de lui, et on ne veut plus quelqu'un de lui, on veut un changement. Et donc c'est en réalité ce discours-là qui fait que parfois, j'estime que ceux de la mouvance qui estiment que oui, Mbedji ne vaut
ne vaut rien actuellement et qu'il a perdu le PRD, qu'il ne peut plus attribuer. Il ne peut plus attribuer le truc là, mais tout le monde sait très bien que le mot d'ordre a toujours compté dans certaines régions du Bénin. Adrien Ngbeji n'était pas candidat, pardon, Bruno Amoussou n'est plus candidat à quelque chose, mais son mot d'ordre compte dans le Koufo. C'est ça. Vous ne pouvez pas aller là-bas pour dire n'importe quoi et dire que Amoussou Bruno est mort politiquement, il ne vaut plus rien. Non, donc c'est de la même manière que si ce n'est pas la réforme du système partisan, la voix de l'ARB continuera à compter dans certaines régions. C'est pour ça qu'on a tout fait de s'arranger, de s'organiser pour que certains leaders de l'ancienne RB en arrivent à participer à la dissolution du parti RB sans les vrais géniteurs de la Renaissance du Bénin. Et là, j'entends dire, et ça peut-être c'est une information que je livre comme ça, c'est qu'il y a certains caciques de la Renaissance du Bénin qui s'apprêtent à faire une déclaration dans les prochains jours. En faveur de qui? Ah mais pour dire qu'eux, ils n'avaient pas participé à la dissolution du parti. D'accord. Et mais ils vont nous dire que le parti existe encore. Ah ben, c'est ce qu'ils vont dire. Oumar, qu'est-ce qui vous fait rire? Oumar, réaction par rapport à ces analyses faites par rapport à Laurent. Mais l'aspect qui compte pour moi, c'est que nous sommes ensemble, mais Maître Adrien Ngbeji pourra dire, mais les Ragbais, on est de ce côté, hein, mais de nom on est là-bas, mais physiquement et de cœur on est ailleurs. Est-ce que c'est pertinent ça? Oui, mais c'est plutôt pertinent et par les actes, ça se voit déjà même depuis un bon moment. Tout le monde sent que bon, Maître Adrien Ngbeji veut se démarquer, il veut se repositionner et ça, tout le monde l'a toujours dit. Et l'autre vérité de la palisse concernant Maître Adrien Ngbeji, c'est que il reste un élément important de la politique au Bénin. Ça là, même le plus petit des Béninois vous le dira. Individuellement pris, il compte. Donc ça, tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que c'est parce que Maître Adrien Ngbeji compte? Est-ce que c'est parce que la voix de Maître Adrien Ngbeji compte? Et que dès que Maître Adrien Ngbeji met une stratégie en place, ça c'est une stratégie politique, hein, rassurez-vous, c'est une stratégie politique, hein, se repositionner, se refaire une petite place dans l'arène politique, c'est important, c'est une stratégie, il est en train de déplacer les pions, d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut donc faire encore, comment on appelle, et il peut occuper la première place encore sur le plan politique. Mais quand c'est comme ça, quand l'autre vient avec sa stratégie, les plus concernés, on dit souvent qui se sent morveux se mouche. Donc les plus concernés tout de suite aussi se mettre en ordre de bataille également pour voir comment est-ce qu'on fait pour le contrer. Que pas parce que non, Maître Adrien Ngbeji est l'individu mais puissant, tout puissant de Porto-Novo et région et environ, on va dire, que non, dès qu'il parle, on va se taire. Non, ils sont obligés aussi de réagir, que ce soit par la communication, que ce soit par des comment on appelle, des offensives, des pics envoyés à Maître Adrien Ngbeji, ça compte. C'est ça l'animation aussi de la vie politique. Et je pense que ce sont des éléments qui comptent essentiellement. Et quand Yahi Boni va là-bas, c'est là où je faisais la relation. Quand Yahi Boni va là-bas, c'est justement parce qu'aujourd'hui, on sent que Maître Adrien Ngbeji, avec la mouvance, ce n'est plus vraiment la grande entente. Mais Maître Joseph Djobonou aussi est allé là-bas? Oui, parce que lui aussi veut ressouder les choses. C'est important. Il est là-bas, on a vu ce qui s'est passé. Il est là-bas, on a vu ce qui s'est passé le lendemain. Oui. Rappelez-moi ce qui s'est passé. Mais Maître Adrien Ngbeji aussi ne va pas démordre. La vague des lettres, c'est le lendemain avec le SG qui a réagi et tout. Donc c'est tout à fait normal. Maître Adrien Ngbeji ne va pas non plus se laisser faire. Parce que quand l'autre va partir le voir, peut-être, je ne sais pas moi, Maître Djobonou va aller le voir, il ne va pas aller lui dire, bon, écoutez, on a compris ce qu'on va faire, donc désormais le PRD, c'est pas grave, on va vous redonner le PRD. Non, il ne va pas aller dans ce sens-là. Il va aller certainement pour dire, non, maître, non, laissez tomber, soyons ensemble, marchons ensemble, faisons la lutte qu'on a démarrée ensemble. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, voilà, lui sera dans cette logique-là. Et Maître Adrien Ngbeji sera toujours dans lui sa logique, se redonner une certaine place dans la vie politique au Bénin. Et donc, ça sera essentiellement sa lutte. Et je disais que Yahi et les démocrates ne peuvent pas voir cela et rester aussi les bras croisés. Non, non. C'est un certain nombre de voix à mettre Adrien Ngbeji debout. Donc, il faut aller vers ça également pour essayer donc d'avoir toutes ces voix-là aussi. Tout le monde est dans cette logique-là. Tous ceux qui iront vers mettre Adrien Ngbeji, c'est dans cette logique-là. Que ce soit de la mouvance ou bien comment on appelle, l'opposition, ça sera essentiellement dans cette logique-là. Parce qu'ils savent ce qu'ils représentent et tous les Béninois savent ce qu'ils représentent. Voilà. Mais on ne connaît pas. Moi, je crois que véritablement, au fond, aujourd'hui, quand vous voyez Ngbeji chez Yahi ou Yahi chez Ngbeji, ils ne parlent pas.
Ils ne Ah, parlent ils ne pas. parlent pas. Ils ne font pas de déclaration. Ils se- après, Non, il n'y a pas de Ah, déclaration d'accord, après, c'est mais ce ils que se vous voulez parlent dire. entre eux. Qui se regarde. Non, quand je dis que... Non. Quand je prennent dis le café quand je ensemble. parle de l'UP Le Renouveau, en réalité, je parle de la mouvance en général, c'est en fait pour dire, la guerre de communication, c'est pas ça qui va apporter quelque chose. C'est d'aller sur le terrain, de véritablement arriver à convaincre les gens et chercher les leaders qui peuvent aider à contrecarrer un peu les effets. Oui, mais c'est ceux qui le font. Mais ils ne peuvent pas se taire non plus. Lorsqu'ils voient des offensives comme ça de Maître Adrien Ogbedi à chaque fois, ils doivent réagir, c'est automatique. C'est normal. Oui, non, en fait, ce que je dis, c'est ce que je veux faire ressortir, c'est que la réaction, parfois, renforce aussi l'autre. C'est possible. C'est là où il faut savoir en politique, quand vous faites très mal, vous ne vous comportez pas bien en communication, vous arrangez l'autre le plus souvent. C'est clair. Et le simple fait qu'ils réagissent comme ça montre qu'en réalité, Ogbedi continue d'avoir une valeur sur la scène politique et que c'est pour ça qu'ils sont en fait dérangés, ils parlent. Et là, l'autre va surfer sur ça. Moi, je pense que ce dont on a besoin maintenant, c'est la stratégie politique, réfléchir autrement, faire en sorte que oui, écoutez, parce que véritablement, Ogbedi, même si c'est deux voix là, ça peut apporter, s'il va de l'autre côté, s'il peut apporter les deux voix là. Laissons même cette histoire de Et ça va affaiblir l'autre côté. Vous allez voir que, qu'il ne vous échappe pas de voir que ces derniers temps, le maire du Porte-Nouveau est devenu très actif. Il prend la parole, il sort, il fait des actions. Ça, je préfère ça. Ça compte. Oui, je préfère ça que les gens s'attaquent à Maître Ogbedi pour dire qu'il ne vaut plus rien, il est fini, il est mort. Parce qu'on sait très bien qu'il ne peut plus utiliser le logo. Mais je pense que ce que fait le maire du Porte-Nouveau, très actif, il prend la parole, il est invité par les médias, il prend la parole pour montrer ce qui a été fait à Porte-Nouveau, pour montrer que le régime a apporté, a contribué essentiellement à la... pour contrer, c'est pour... Et ça peut faire amener peut-être... Pour contrer les velléités ça peut changer, offensives. Parce que le plus souvent, nous avons constaté un problème, et il faut qu'on se le dise. Okay. Tous les acteurs politiques de nos régions, la plupart du temps, ne travaillent pas pour leur localité, ils travaillent pour leur intérêt. Mais ça, c'est clair, ça, et donc, vous voyez, les gens pourront peut-être, dans la mesure possible, comparer ce que le gouvernement a fait aujourd'hui à ce que Ogbedi a pu obtenir pour Porto-Nouveau quand il était Premier ministre Mathieu Kérékou, et après, qu'est-ce qu'il a pu apporter en tant que président de l'Assemblée nationale. Il peut peut-être faire cette comparaison-là. Je suis sûr qu'ils vont finir par en arriver là à faire cette comparaison. Et je crois que c'est à ce niveau que le débat compte. Je préfère les débats d'idées, des débats d'idées de développement que des débats de personnes où on veut tout le temps s'attarder sur le fait que... Moi, je pense qu'au-delà de tout là, oublions même cette visite de Boni chez Ogbedi chez Yahi. C'est-à-dire que, regardons de près, abordons le sujet à bien des égards, mais après, comprenez que c'est la redistribution des cartes. Ça a toujours été comme ça. Ça a été en faveur de Patrice Talon à un moment donné. Et maintenant, ça va être peut-être en faveur d'un autre candidat actuellement. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'estime que véritablement, il nous faut seulement que les gens acceptent carrément la situation qui arrive. Maintenant, prennent la mesure des choses et de voir comment ils peuvent faire pour contrer ça. Parlons de tout ce qui se passe, oui. Moi, je n'ai pas totalement la même lecture que comment on appelle, Roland par rapport à cette histoire-là, notamment la réaction de l'UP et aussi même par rapport non, pas la réaction, le contre-attaque sur le plan stratégique communicationnel, pour contrer les velléités de Maître Adrien Ogbedi. Oui, sur le plan communicationnel, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a une chose qui est sûre, et ça, on l'a dit, tous les deux, nous sommes d'accord avec ça. Maître Adrien Ogbedi est un élément qui compte sur le plan politique aujourd'hui, ne serait-ce que dans cette région-là. Tout le monde est d'accord avec ça. Ok, il se lève et il se fait entendre. Il se lève, il se fait voir. Il entend se repositionner. Il fait tout pour que les Hagbers, comme on dit, puissent savoir que Maître Adrien Ogbedi est là, que bon, le Hagber en chef est là. Mais on ne va pas le laisser comme ça, le terrain. Il faut à un moment réagir. On réagit comment dans ces conditions-là? On va se taire, on va dire quoi? Non, mais il faut forcément réagir. Je suis également pour les débats d'idées. C'est moi-même le plus... Enfin, je ne sais pas moi, je suis l'avocat défenseur des débats d'idées sur ce plateau-là. Je dis que c'est les débats d'idées qui font avancer le pays. Mais à un moment, nous sommes aussi à ce niveau-là aussi, où c'est des hommes encore qui comptent et avec qui il faut compter. Voilà. Il faut, comment on appelle, faire le débat politique par rapport à ces hommes-là qui sont des poids lourds aujourd'hui de notre politique. Et dès qu'ils commencent à avoir des mouvements comme ça de ces individus, de ces personnes-là, de ces personnalités-là, je veux dire, mais il faut forcément pouvoir commenter et réagir. Et ça aussi, je pense que ça fait partie aussi de notre vie politique. Ces hommes-là, ce sont les gars, enfin, c'est eux qui font comment on appelle la politique au Bénin aujourd'hui.
Il n'y a pas d'autres, on ne va pas aller chercher d'autres personnes ailleurs, on ne va pas les oublier, on va pas les... Même si on décide aujourd'hui, entre nous journalistes, de les mettre de côté, de ne plus parler d'eux, non mais attendez, la population en parlera. Dès que vous mettrez le pied dehors, tout de suite, les gens vont vous dire, ah, il paraît que Yaya est parti chez Mbedi là-bas. Voilà. Donc, ça fait partie de la vie politique. On va parler de débat d'idées, mais quand ceux-là se rencontrent, écoutez, c'est comme des débats d'idées, hein. Oui, c'est deux points de vue différents qui se rencontrent. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on va analyser ça? Qu'est-ce que ça peut apporter au Bénin? Qu'est-ce que ça va apporter en 2026? Et donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels on va surfer et réfléchir et pouvoir aider les populations à mieux comprendre les choses et se faire également une opinion par rapport à tout ça. Le thème dont on va débattre maintenant vient en complément en quelque sorte au premier thème qu'on est en train de clôturer, et ça parle d'un sujet, c'est un quotidien qui en parle, entre fractures internes et ambition voilée pour 2026. La mouvance traverse une zone de forte turbulence. C'est Matin Libre qui en parle ce matin, entre fractures internes et ambition voilée pour 2026. La mouvance traverse une zone de forte turbulence. Laurent dit, d'accord. Donc, qui commence? Bon, moi, ça ne me gêne pas de commencer, mais écoutez, lorsque vous prenez aujourd'hui la mouvance... Où on va séquencer. On parle de fractures internes. Moi, je m'apprête à séquencer. Au sein de la mouvance. Oui, fracture interne. Et on parle d'ambition voilée pour 2026. C'est deux mots. Oui, c'est lourd. M-A-U-I-S. Et c'est une réalité. Oui. C'est lourd. Je ne vais pas dire deux mots. Oui, deux mots. En tout cas, c'est des petits soucis qu'ils vont devoir régler en leur sein. Je n'appelle pas souci parce que vous avez des ambitions et c'est voilé. Oui, on va en parler. Mal. Voilé pourquoi? Et les fractures internes également, c'est un mal. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. D'accord, prenez alors la parole. En tout cas, le confrère, selon moi, qui a fait ce titre-là, il a été bien inspiré. C'est bien, c'est des mots très justes. Parce que quand vous prenez la mouvance aujourd'hui, enfin, ne serait-ce que... Quand vous prenez la mouvance comme un corpus aujourd'hui, il y a des zones de faiblesse au niveau de la mouvance aujourd'hui. Ce que j'appelle zone de faiblesse, c'est tout ce qu'on a eu comme grands événements. Les affaires Bokor, Omeki, c'est une grosse fracture. Il faut donc remettre les os en place, ressouder les choses, c'est important. Quand vous prenez... Tout récemment, Akpona et comment on appelle, et son prédécesseur Samou Adambi. Mais ça aussi, c'est une grosse fracture. Il faut ressouder, remettre les choses en place. Est-ce qu'on a le temps de ressouder? Est-ce que la mouvance a le temps de ressouder, penser ses plaies? En tout cas, moi je pense que ce n'est plus une question de temps, ce n'est plus une question de réfléchir, mais il faut régler les problèmes là tout de suite. Moi je pense que c'est important. Quand il y a des remous comme ça au sein d'un parti politique, quand il y a des divergences... Quand il y a des fractures. Quand il y a des fractures, si vous voulez, quand il y a des zones de faiblesse comme ça, dans le corpus parti politique de la mouvance, il faut forcément que les leaders de ces partis-là aujourd'hui prennent le bâton de pèlerin, parcourent donc les hameaux, parcourent donc comment on appelle, les différentes parties du Bénin, pour expliquer aux gens que oui, c'est comme un corps qui est là. J'ai parlé de corpus tout à l'heure. Il y a des moments où on a un peu mal à la tête, il y a des moments où on a un peu mal au bras, mais il faut tout de suite attaquer le mal pour éviter que, voilà, c'est pourquoi nous sommes là, pour ne pas laisser les choses gangréner complètement donc, les deux blocs. Il faut tout de suite prendre les choses. Et je pense qu'ils font aussi, ils essaient de faire le nécessaire. Et beaucoup aussi, parmi eux, c'est que enfin, le confrère a été très inspiré, hein, à mon avis. Il a parlé de interne. Et c'est vraiment interne. Ça vient d'eux-mêmes. Ce n'est même pas des opposants ou bien des personnes qui viennent de l'extérieur pour venir leur créer ces petits soucis-là. C'est vraiment interne chez eux. Et donc, vous voyez... Si ce n'est pas une déclaration comme à Conan, c'est généralement un problème finalement entre voilà, la justice et des membres donc, du parti. Voilà. Donc il y a toujours eu des petits soucis. Il faut régler. Parmi ces soucis-là, on ne va pas oublier également le fait que, je crois, comment il s'appelle,
madame, je suis en train d'oublier son nom, qui était dans le P. Le Renouveau, qui était secrétaire. Ah oui, la réaction Christian Ndongo, quand elle a réagi, ça fait partie aussi voilà, des fractures. Après donc l'affaire Boko Omeki. Non mais bon, pas sa réaction. Bon, pas sa réaction. Bon, peut-être. Elle avait pris une initiative. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même précisé qu'elle avait signé, elle aurait signé un mémorandum avec un cabinet qui devait former les militants. Et puis on l'a sauté pour ça. Mais en réalité, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas en lien avec le fait que quand Olivier Bokor était en prison, c'est vrai, il a rectifié. Je voulais dire dans la période, de l'affaire. Donc il y a eu cela aussi. Donc tout ça, en fait, je suis en train de me rappeler des fractures, des éléments de fracture. On est en train d'aligner les éléments. C'est les zones de faiblesse sur lesquelles aujourd'hui les leaders de ces deux blocs-là doivent travailler. S'ils ne travaillent pas dessus, ça risque de s'empirer. Parce que c'est vraiment interne. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais il y a des gens... Il y a des gens aujourd'hui qui sont par exemple, dans l'UPR, peut-être même dans le BR également, qui ont été des gens cooptés par exemple, ces personnes-là qui peut-être se retrouvent derrière les barreaux aujourd'hui. Ou bien même, par exemple, des gens comme Akona, comme Samou Adambi, et ainsi de suite. Donc, si on ne fait pas attention, ces personnes-là, finalement, vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Comment est-ce que celui qui m'a coopté, celui qui m'a amené ici, comment est-ce qu'il... Voilà. Et finalement, ça va devenir des soucis qui, au finish, vont empêcher les partis d'aller sereinement donc, aux élections de 2026. Donc, il faut de la sérénité pour aller aux élections de 2026, bien peaufiner les choses. Et si on veut le faire, il faut régler tous ces petits soucis-là. Et Laurent, je vais vous poser une question. Elle est délicate. Est-ce que de tout ce que Oumar vient de dire, on pourrait dire que la réforme du système partisan et tous ceux qui ont suivi on fait du mal à la mouvance, en quelque sorte. C'est entre griffes, peut-être c'est trop dit, mais lorsque je sais... Bon, est-ce que c'est la réforme du système partisan? Est-ce que je vais le dire comme ça? Non. Je ne vais pas le dire. Ce n'est pas lié à la réforme, ce n'est pas lié à la réforme du système partisan, mais je ne sais pas. Le fait que... Moi, ce que vous dites déjà, pour moi, ça traduit, oui, je comprends, mais pour moi, ce que vous dites déjà, c'est que tout ceci traduit une chose. C'est que les tests actuels là ne font pas de faveur à qui que ce soit. Si ça crée des problèmes, c'est que ça crée à tout le monde. D'accord. Que ce soit dans la mouvance, que ce soit dans voilà, déjà sur ce plan-là, on est plutôt d'accord. Personne n'est épargné. Voilà, personne n'est épargné. C'est de nouvelles réformes. C'est des choses qui viennent d'arriver. Il faut un temps pour pouvoir comment on appelle, les appréhender et donc les assimiler et pouvoir marcher avec. Donc, ça peut créer quelques petits problèmes. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit la base peut-être des soucis. Parce que quelqu'un qui déclare quelque chose. Je l'avais rectifié, mais ma question à Laurent, mais comment a-t-on fait pour accumuler autant de fractures internes qui semblent, je dis semblent, fragiliser la mouvance? Ma position sur les tests ne changera pas. Jusqu'à ce que les gens changent les tests. Vous voyez encore les tests? Oui. Quand vous parlez, ma question n'était pas... Oui, non, c'était pas... Oui, non, vous étiez bien dans la dynamique, la bonne dynamique. D'accord. Le problème, la question des tests aujourd'hui, la réforme du système partisan, c'est ça qui fait que les gens disent qu'il faut les candidatures qui seront issues des partis politiques. Et de ce point de vue que personne ne peut, parce que quand vous suivez certains discours, c'est comme si les leaders des formations politiques, certains parmi eux ne peuvent pas bomber le truc pour dire « moi je veux être candidat ». Il y a un problème. Parce que dès lors qu'on parle de réforme du système partisan, bon, je m'excuse au niveau de la réalisation, je suis sûr que le fait de taper la poitrine, ça fait mal au micro. Et entre parenthèses, vous avez vu, et avant-hier, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a dit qu'il est... Non, j'ai dit entre parenthèses, je vais vous... Non, en fait, je vais faire une relation avec ce que vous avez dit. Il est sorti. Il a dit, moi, je ne le connais pas. Quel parti politique? Je ne le connais pas, son parti. Il est sorti pour dire que lui, il est candidat. Ça veut dire que demain, vous pouvez sortir pour dire que vous êtes candidat. Non, Maintenant, est-ce que lui qui est sorti là, il respecte les tests actuels? Mais justement, c'est ce que je vous dis. Laissez-moi finir. Écoutez, dans l'UP Le Renouveau aujourd'hui, en réalité, si la réforme du système partisan devait aller au bout, c'est qu'on devrait rendre public les primaires. Et ceux qui sont candidats. Rendre public, c'est-à-dire? C'est-à-dire que faire en sorte qu'il y ait des primaires véritablement. Et que tout le monde sait qu'il y a des primaires. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui ont des ambitions disent, nous avons des ambitions, nous voulons aller aux élections et on organise les élections, les primaires. Les primaires, on va voter, non? Oui, on va voter. À l'interne du parti. Oui, et on saura... Les adhérents des partis. Les adhérents des partis. Donc on saura clairement que, oui,
au thème des primaires, voilà ceux qui ont pris les dessus et qui peuvent aller aux élections. Mais en l'état aujourd'hui, les gens ont peur. Et vous, quand on parle d'ambition, vous allez... Vous demandez de quoi les gens ont peur? Mais les gens ont peur de ce que, quand vous commencez par dire je suis candidat, c'est que vous mettez en difficulté. Comment? Je veux pas parler. Leonidas Mouton n'est pas de la mouvance. Bertin Korovi en difficulté. Non. Bertin Korovi a déclaré sa candidature. Mais lui, il est le candidat. Je vous ai dit, il est candidat depuis 1980, c'est ça? Ouma a dit un jour mourir à Goua. Leonidas nous Kémy Séba, candidat. Kémy Séba, je parle de la mouvance. Et je ne vais pas citer des exemples. Kémy Séba, vous entendez parler de lui encore? Je ne veux pas parler de la généralité. Quand il dit que quand on est candidat, quand on déclare sa candidature, on se met en difficulté. Pourquoi je dis ça? Non, écoutez, dans la mouvance là, je ne vais pas citer des exemples. À Dambi, si vous voulez, est sorti du gouvernement pour faute politique. Parce qu'il aurait pris des initiatives tendant à sa candidature. Ça là, c'est... Il a pris des initiatives qui... Et le porte-parole du gouvernement... faisait croire quand qu'il est candidat. Quand on a parlé, le porte-parole du gouvernement est venu clairement dire qu'il n'est pas sorti du gouvernement pour malversation. Donc ça, déjà, c'est une piste pour montrer que dès lors que vous prenez des initiatives personnelles pour dire que je vais être candidat, Maître Joseph Diogbe nous fait le tour, rencontre les gens. On sait très bien qu'il veut être candidat. On sait très bien qu'il veut être candidat. Dans bien peut-être des coulisses, il l'a peut-être dit. Mais est-ce que vous l'avez vu publiquement dire je vais être candidat? Vous l'avez vu? Romier Wada est là. Romier Wada est là. Il respecte la discipline de groupe, non? En tout cas. Romier Wada il respecte la discipline. D'accord. Romier Wada est là. Les gens prennent des initiatives en son nom. Vous l'avez vu quelque part parler. Luc Setonji a trop pour les gens prennent des initiatives en son nom. Je ne vais pas dire qui sont au courant. Mais de toute façon, vous avez vu réagir? Non. C'est pour dire qu'au fond, à ce niveau, il y a un problème. Les gens ont des ambitions, mais ils ne peuvent pas déclarer officiellement parce qu'il y a toujours le dernier maître qui doit prendre la décision. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Nous sommes en juillet. Poser la question à ceux qui poser la question à ceux qui ont mené la réforme si ce n'est pas trop tard. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde. Mais vous êtes analyste. C'est pourquoi je vous pose la question. En tant qu'analyste politique, on peut donner son avis. Est-ce que c'est pas trop tard? Je pense véritablement que cette situation-là amène des fractures internes au sein des formations politiques. Et d'ailleurs, les prises de position aujourd'hui des uns des autres voilées. Et d'ailleurs, même, les gens se font des guerres tous les jours. Et quand vous écoutez, vous allez dans certains cercles, vous écoutez des choses, vous tombez des nues parce que les gens se font des coups bas. Il y a des fractures sérieusement internes au sein de ces la politique. Et au sein de la mouvance. Wow. Et je me dis, est-ce que ça ne va pas contribuer à affaiblir, fragiliser davantage la mouvance présidentielle? Est-ce que quand le candidat officiel sera désigné, est-ce que ça ne va pas faire que beaucoup ne vont pas s'aligner derrière lui? C'est pour ça que je dis que ces fractures déjà qui existent pour finir, pour dire que là où nous allons là, la mouvance a intérêt à faire très attention. Parce que réforme du système partisan, d'accord, mais les acteurs politiques n'ont pas changé. C'est les mêmes que nous connaissons depuis 1990 qui sont là, avec leur mode opératoire. Dès lors qu'ils sentent la fin d'un régime, ils vont à gauche. Ils sont prêts à vous désavouer publiquement. Et donc, dans cette réforme-là, aucun d'eux n'y est pas conviction. Aucun d'eux. Ils sont allés là-bas, je le rappelle. Il faut permettre qu'il y ait 5% au moins. 5% au moins, ils ne sont pas convictions. Ne dis pas au moins d'eux. Donc, à 95%, ils ne sont pas là-bas par conviction. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'idéologie de leur force politique. Ceux qui se retrouvent dedans vont prendre les 5%. Donc, pour dire que, véritablement, il y a un problème. Et c'est pour ça que le chef de l'État, je ne le dirai jamais assez, il n'a qu'à faire très attention. Il peut avoir l'impression qu'il a encore les cartes en main, qu'il a le contrôle sur la classe politique. Mais tout peut échapper à un moment du jour au lendemain parce que les acteurs qui sont là essayent de faire mode opératoire. Mais écoutez, quand vous avez des acteurs politiques qui étaient hommes d'affaires et qui peut-être sont disciplinés dans les fonctions politiques aujourd'hui, mais qui n'ont plus peut-être l'argent de faire des affaires, ils vous attendent au carrefour. Oui. Et ceux-là seront les premiers qui vont tirer les ficelles nuitamment et faire des coups bas, et en fait pour vous livrer, et vous dire après, on n'a pas joué avec lui, vous avez vu, nous on était seulement au Parlement, même au gouvernement on ne maîtrisait rien. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, et il lui revient de faire très attention avec ces acteurs politiques. Vous brûliez d'envie de parler, on va finir. Je suis d'accord avec la dernière partie des propos. Mais ça fait mal, ça fait mal quand vous passez tout ce temps avec des gens qui sont là et que quand vous finissez votre régime, bon, chacun commence par se... Les gens font pour Boubou Yaï. C'est un peu ça.
C'est un peu ça la manière de faire sur le plan politique chez nous ici. Même si Ça, vous c'est bon. remontez, Ailleurs, ça se fait comme depuis ça. 1900. Ailleurs, ça se fait comme ça. Non, mais ailleurs, si vous dites ailleurs, peut-être en Afrique. Ça blesse. En Afrique, c'est un peu comme ça parce qu'on est tous un peu les mêmes. On fait cette démocratie un peu, on va dire, tropicalisée où c'est les intérêts qui priment sur l'intérêt général, les intérêts privés, on va dire, personnels de chaque individu, la dogocratie dont parlait l'autre, c'est ça qui prime chez nous. Alors que, oui, mais c'est ça qui prime chez nous, c'est-à-dire mon intérêt personnel. Comment je fais pour remplir mon ventre et le ventre de mes enfants. Comment mes enfants laisser étudier. Voilà, c'est ça. Les grandes maisons, c'est ça les intérêts des gens. Et dès qu'ils les maîtresses ne sont pas des gens. Ce sont les maîtresses même qui arrivent. Qui vous a dit pas. Bon, elles arrivent, mais elles sont dedans. Par exemple, village. Voilà. Vous me dites que c'est les maîtresses qui viennent vers vous. Parce que non, pas vers moi. Moi, j'ai pas l'argent. Alors, quand tu as l'argent, tu es tranquille comme ça. Les maîtresses te tapent à la porte. Oui. C'est comme ça. Donc, cette dernière partie des propos de Roland, je suis complètement d'accord. Si vous prenez depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Quand Soglo était là, ils sont avec lui. Dès qu'il a, tout le monde a basculé comme des ventilateurs. Ouh, un côté. Dès qu'il y a eu aussi affaire, c'est toujours ça. C'est comme ça chez nous. Maintenant, en 2026, on ne sait pas totalement comment est-ce que ça va se faire. On va casser la tête au ventilo qui tourne roux là. On ne sait pas vraiment comment ça va se faire parce qu'on a de nouveaux tests. Et ces nouveaux tests-là, et c'est là où je vais rebondir par rapport à d'autres volets des propos de Laurent. Quand vous prenez les fractures dont on parle au sein des partis, je ne pense pas que toutes ces fractures-là soient liées forcément aux réformes. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est par rapport aux ambitions voilées. D'accord. Par rapport aux ambitions voilées, je pense que ça, c'est lié au test. C'est les ambitions voilées, moi, qui me font mal. Oui, mais bon. Pourquoi ils voilent ça? Vous peut-être, ça vous fait mal. Ils n'ont qu'à s'afficher. Oui, ils n'ont qu'à s'afficher. Pour se libérer. Vous voyez, moi, là. Attendez. C'est pourquoi que je ne peux pas faire la politique. Parce que moi, ma nature, là, si j'étais dans la mouvance, là, j'allais déjà sortir et dire que moi, je suis candidat. Je ne peux pas voiler. Ça dit, ça ne peut pas rester dedans. Ce que je vais vous dire, c'est que ce sont les tests qui imposent cela. Parce qu'on voulait régler un certain nombre de choses aussi. C'est voilé là qui me fait mal. Oui. Voilé. Désormais, le mot voilé là, ça me fait très mal. Désormais, c'est voilé. Parce qu'à un moment, c'était devenu l'un des sports favoris de nos, comment on appelle, de nos hommes politiques. Rentrer en politique, dire que je suis présidentiable. Oui, mais ça n'a pas manqué. Ça a commencé. Et on annonce des partis comme travaillistes et autres. C'est comme si lorsqu'on est des cadres de haut niveau, lorsqu'on est des hommes qui réussissent, des Béninois qui réussissent plus ou moins, l'objectif premier doit être d'être président. On ne peut plus servir son pays dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, à d'autres niveaux que d'être président. On a cette impression là également. Et donc c'est tellement que c'est pour régler... Non, attendez, je vais finir. Et que les docteurs aussi, mais ça a toujours été le propre. Oui, c'est juste une petite parenthèse, mais n'insistez pas pour attirer leur attention. Non, je n'insiste pas pour attirer leur attention. C'est juste... Attendez, Laurent, je vais... Est-ce que c'est les tests qui font... Non, je n'ai pas fini. C'est juste la petite parenthèse. La petite parenthèse là, je vais rentrer un peu dedans. Ça fait partie de l'ADN du Béninois, vouloir étudier. Il y a des oui, mais c'est prouvé, je suis sincère. Même les plus grands experts vous disent, les dépenses privées au Bénin, les plus grandes dépenses privées au Bénin, c'est sur l'individu lui-même. Généralement, chez des gens qui sont un peu intellectuels, dès qu'il gagne son premier argent, la première des choses qu'il fait, vous savez c'est quoi? C'est comment faire pour évoluer, comment faire pour avoir des diplômes, comment faire pour... Voilà, donc il dépense généralement sur lui. Ça, c'est le propre des Béninois. Revenons... Fermez la parenthèse. Oui, parenthèse fermée. Revenons au test. Enfin, j'étais à quel niveau? Je parlais des ambitions. Des ambitions. Oui, les gens ne peuvent pas aujourd'hui être, comment on appelle, et candidat n'importe comment. Et ça veut dire que sur un pan, on a réglé le problème. On ne peut plus être candidat n'importe comment au Bénin parce qu'il y a des tests qui sont plutôt... Et les candidats qui n'appartiennent pas à un parti... Maintenant, je viens. Non, attendez, je viens. Quelle est la stratégie des candidats qui n'ont pas de parti et qui s'affichent? Et c'est là où je viens. C'est là où je viens. Et je dis... C'est pour que les partis viennent à eux. Voilà. Et c'est là où je viens et je dis, il y a deux options. Soit... Par exemple, ceux qui se déclarent dernièrement là, et je suis candidat pense à Daniel Eda. Voilà. Et Daniel Eda, oui, Léonidas Ronton. Peut-être que ceux-là ont des gens derrière qui les poussent. Peut-être que c'est les démocrates, peut-être que c'est l'UPR, peut-être que c'est le BR qui le dit, ou bien même peut-être les FCBE qui le dit. Allez-y, présente-toi, on va voir ce que l'opinion va dire, et si jamais tu prends, nous on pourra être derrière toi. Peut-être, c'est une option. Oui, peut-être. L'autre chose aussi,
que ça révèle également, ça révèle un peu notre manière plutôt débridée, des pratiques pas très intéressantes, notre manière pas très intéressante de faire aussi de la politique. Et c'est ce que je disais tantôt. Et donc, on vous dit, les tests sont ceux-ci. Pour être candidat, il faut des parrainages. Pour être candidat, il faut être porté par un parti. C'est un duo de candidature. Qui est ton vice-président? Qui est ci, qui est ça? Donc, finalement, c'est les mêmes fantaisies là qu'on refusait. C'est ça que les tests sont en train de nous dévoiler aujourd'hui. Et ça, avec les tests, non, ça a changé. Au moins avec les tests, au moins avec les tests, quand on prend ça, on met ça en lien avec les tests, il y a cité des choses. C'est un duo de candidats, il faut un parrainage, il faut être porté par un parti, ainsi de suite. On montre finalement qu'il y a quelque chose qui était entré, qui était vraiment dans notre mentalité et qu'on a du mal à évacuer. Les gens ont du mal à se départir de cette pratique. Voilà, tu viens et tu déclares, je suis candidat. Candidat comment? Candidat comment? Qui est ton parti à quel parti? Qui est ton colistier? Voilà. Comment tu veux avoir les parrainages? Et on vient gaillardement avec de gros discours, des discours fleuves et... Enfin, c'est que le plus voilà, parrainage qui a été encore informatisé maintenant. Je vais vous dire. Bien, comment ils ont dit ça? Il y a un quotidien qui a dit un logiciel pour les parrainages. Pour que tout soit transparent. D'accord, on n'a pas encore parlé de ça. On n'a pas encore parlé de ça. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Moi, je pense que ça révèle quelque chose. Ça révèle ça. Non, mais pour moi, ça révèle quelque chose. Je vais finir le plateau en écoutant Laurent qui va réagir par rapport. Non, c'est ça mon dernier mot. Ça révèle le fait qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques qu'on a du mal à abandonner. Oui, notamment vouloir être candidat. C'est comme si c'est un sport pour tous ceux qui arrivent à émerger sur le plan social, à réussir plus ou moins dans leur vie. Donc, au Bénin, dès que tu réussis un peu là, c'est que tu es un présidentiable. Il faut tout de suite aller faire un gros discours, écrire quelque chose de très intéressant et tu vas venir peindre. Donc, d'abord, celui qui est en place là, tu le peins complètement en noir et tu viens maintenant, tu dis, moi j'aime le Bénin, voilà ma vision, je veux telle chose pour le Bénin, je veux le développement et on décline les choses et on pense que voilà, c'est bon, on peut devenir président du Bénin. Non, ce n'est pas le seul niveau où on peut servir ce pays-là. Il y a des gens qui ont servi ce pays et dont le nom est resté. Monseigneur Isidore de Souza n'est pas président du Bénin. Et s'il partait même dans l'histoire, on va en trouver des tonnes comme ça, des grands noms de ce pays. Anadjaï Sika n'a pas été président du Bénin, mais on garde une très bonne image de cette dame-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont là, qui ont servi ce pays-là et qui font partie de l'histoire du Bénin. On peut rentrer dans l'histoire du Bénin sans être président du Bénin. Peut-être qu'il faut qu'on commence à le dire aussi à l'école, dans l'éducation civique, là, le mettre dedans. On peut rentrer dans l'histoire, retenons, on peut rentrer dans l'histoire du Bénin sans être président de la République, en travaillant dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. C'est important. Il faut que ça rentre en nous désormais. Vous aussi, vous allez rentrer dans l'histoire. Je l'espère, en étant journaliste. Je ne sais pas si demain, vous n'allez pas changer de camp pour devenir président de la République. C'était une parenthèse et merci. Laurent. Il faut dire la même chose à Laurent aussi. Pourquoi c'est à moi vous dites ça? Je sais ce que je vais lui dire. Moi, je pense véritablement, Oumar, quand on dit que c'est les tests qui font que les gens ne peuvent pas être candidats, je dis c'est faux. Parce que quand les gens évoquent les tests, ils disent que c'est à 6 mois des élections qu'il faut déposer la candidature, que c'est en ce moment qu'on connaîtra les candidats. Si c'est à 6 mois qu'on doit déposer les candidatures, cela n'empêche pas que Oumar se lève pour dire j'ai envie d'être président du Bénin. Quand bien même je suis dans la formation politique, il revient au parti. C'est-à-dire qu'il peut dire voilà. Il peut dire ça au moins. Mais en l'état aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de dire ça. Maintenant, questionnons-nous pour dire pourquoi est-ce que les gens ont peur de dire publiquement qu'ils veulent ça? C'est ça le véritable problème. La question, c'est là. En l'état aujourd'hui, on dit la loi dit c'est à 6 mois, on entend qu'il faut déposer la candidature. Mais la loi n'a pas dit personne ne peut déclarer sa candidature. Non, la loi n'a pas dit ça. Alors pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le courage de s'assumer? Que ce soit dans la mouvance et dans l'opposition. Non mais Laurent, vous êtes d'accord avec moi sur une seule chose. Non, un seul mot. On vous a dit que vous avez fini de parler. Une seule chose. Si par exemple dans un parti, tout le monde se lève, je vais être candidat, je vais être candidat, moi je vais être candidat, moi je vais être candidat. Mais c'est un peu le désordre que ça fait. Il faut un peu de discipline dans un parti aussi. C'est pas de discipline, Oumar Adéandiou. Sinon ça va créer même le dernier jeune de la formation politique peut dire je vais être candidat. Ce n'est pas un péché qu'il commet. Les primaires après. C'est pas un péché qu'il commet en disant je vais être candidat. Je n'ai pas dit que c'est un péché, mais ça fait un peu désordre. C'est pas désordre. Attendons le bon moment. Il faut chercher la méthode pour les départis. Un parti n'est pas là pour qu'on soit candidat tout le temps. Il y a un moment pour travailler et il y a un moment pour être candidat. Quand le moment pour être candidat vient, on est candidat. Le fait que quelqu'un dit je vais être candidat empêche de travailler.
En quoi? Ça va réveiller d'autres ambitions. Et finalement, on va plus se concentrer, on va commencer à se regarder en s'il y a une défaillance au sein du parti. C'est pas bon pour la sérénité. Si maître Joseph Djogbounou dit je veux être candidat là, en quoi ça va empêcher les gens de travailler? Vous avez vu à la une d'un journal cette semaine, il y a quelqu'un qui se réclame être leader, qui mobilise les jeunes, elle, Djogbounou, et l'autre qui est l'autre qui serait elle anti-Djogbounou. En quoi est-ce que alors quand les gens créent elle Djogbounou là, Djogbounou est incapable de dire publiquement au cours d'une émission je veux être candidat? En quoi? Donc on va finir. C'est pour ça que je dis, au fond, véritablement, ce n'est pas une question de test. Il y a certainement un problème à un niveau donné. Même au niveau de l'opposition, ce n'est pas que la mouvance. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever n'importe comment pour dire je vais être candidat. Parce que Boni Yayi vous dira, mais écoutez, vous êtes qui là? Vous venez d'où là? Donc les tests sont les mêmes pour tout le monde finalement. Il y a un problème. En fait, au-delà même des tests, au-delà des tests, il n'y a que 2 personnalités depuis 2006 contrôlent les choses au Bénin. Et c'est pas évident qu'on s'en sorte aussi facilement en 2026 également. Et moi, au-delà des tests, je pense qu'il faut une certaine discipline aussi au sein des partis. Nous missionnons d'aller nous chercher pourquoi les gens ne peuvent pas dire, pourquoi les gens ont peur. Nous vous missionnons devant le peuple, d'aller nous chercher ça et nous revenir vendredi. Et nous revenir ici vendredi pour nous dire ça. Merci à vous d'avoir suivi cette partie de l'analyse.